Et salut les amis, c'est reparti pour une petite vidéo. Les gnomes et les fées existent. Faut juste qu'on bouffe un champignon spécifique pour les voir, mais je n'invente rien. Je relais juste des infos. En Asie, il existe un champignon qui s'appelle l'Anmaoa asiatica. Si tu le manges cru ou mal cuit, bah tu vas commencer à voir des petits êtres courir un peu partout dans ta maison. Genre t'as le schtroumpf farceur qui se balade dans ta maison, normal, tranquille, pépère. Vous allez me dire, oh mais c'est juste un champignon hallucinogène. Alors non, parce que même les scientifiques ne comprennent pas pourquoi toutes les personnes qui ont consommé ce champignon hallucinent exactement la même chose. Ils voient des gnomes et des fées. Genre, c'est pas t'en as un qui voit une licorne ou Macron qui a démissionné et qui est maintenant agriculteur. For sure. Non, non, ils voient absolument tous des petits êtres qui courent dans leur maison. Alors que ces personnes ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, ils ne font pas partie de la même famille ni du même entourage, et ils étaient pas ensemble quand ils ont consommé le champignon. Donc l'hypothèse d'hallucination collective, ça tient pas la route. Et les scientifiques sont toujours en train de chercher pourquoi précisément cette hallucination et pas une autre. Ils pouvaient halluciner absolument n'importe quoi. Eh bien, des personnes pensent que les gnomes et les fées existent vraiment, sauf qu'on ne peut pas les voir. Mais avec ces champignons, on gagne la capacité de les voir pendant un certain temps. Ça varie entre 8 heures et 3 jours quand même, c'est lent. En gros, pour eux, ce champignon t'ouvre la conscience et l'esprit, qui fait que tu commences à voir des êtres cachés que tu ne devrais pas voir. Deuxième hypothèse, celle-là, c'est un génie. Génie, hein. Son hypothèse dit qu'en fait, les géants, c'est nous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, Malidi vous raconte tout. Ok? T'as compris ou pas? C'est vrai que c'est quand même assez curieux en vrai de pourquoi on voit tous, ils voient tous les mêmes choses, parce qu'encore ça serait des hallucinations différentes, ça serait compréhensible, mais là ils voient tous la même chose en vrai. Je vais vous dire un truc. Certaines personnes ne vous détestent pas pour ce que vous leur avez fait, elles vous détestent pour ce qu'elles ont été avec vous. Elles vous détestent car votre présence, votre simple présence est le rappel permanent de leur propre trahison, de leur propre lâcheté, de leur propre faute, erreur. Il est souvent plus facile de transformer sa propre victime en monstre que d'accepter d'être le propre coupable dans son récit. Prenons l'exemple d'une tromperie ou d'une trahison en amitié. Est-ce que vous avez bien remarqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos relations intra-personnelles, que la personne qui a fauté est souvent celle qui devient par demi-mesure la plus méprisante et la plus agressive afterward. Genre c'est elle qui t'a fait du mal et c'est elle qui... Ces personnes-là doivent se convaincre que vous méritez ce qu'il s'est passé, que vous méritez, que vous l'avez cherché, que c'est pas juste moi qui suis méchant ou mauvais ou parce que je projette en la personne une insécurité ou qu'importe, tu l'as mérité. C'est là que l'hypocrisie laisse place finalement au mensonge, au déni, parce qu'on s'auto-convainc pour ne pas avoir à s'excuser, mais surtout pour ne pas avoir à regarder et à accepter ce qui s'est passé. Quand je dis on, je parle de ces personnes-là, mais on l'a sûrement déjà tous été à un moment dans notre vie. On ne pointe pas juste du doigt. La comparaison fait l'humanité pour moi. Plus on se compare avec l'autre, plus on se rend compte qu'on n'a rien de différent finalement entre nous. Nietzsche appelait ça le ressentiment. C'est cette alchimie de l'âme qui transforme la culpabilité, l'impuissance en une haine tournée vers l'autre. Ce n'est pas une question de justice, c'est un moyen de faire taire, d'anesthésier sa propre conscience en s'attaquant à celui qui nous renvoie une image de nous-mêmes que nous ne pouvons plus supporter ou que nous ne voulons pas supporter. De justifier la conséquence de ton acte en trouvant la faute chez l'autre alors qu'il n'est que le renvoi de ta propre ombre en fait. Bref, ils ne luttent pas contre vous, ils n'ont pas quelque chose de spécifique envers vous, c'est que ces personnes-là luttent contre le reflet de vos propres yeux. Elles luttent contre ce qu'elles voient dans votre regard. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors écoute-moi bien parce que je suis passée par là aussi, tu n'as pas à porter la haine de quelque chose, de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Que le silence et l'éloignement sont les seules réponses valables face à quelqu'un qui préfère vous détruire plutôt que de se remettre en question. Soyez, vous voyez le mème du singe qui est comme ça et on le crie dessus, rah, rah, soyez ce singe. Soyez cette personne qui ne calcule pas la haine. Parce que ces personnes-là se nourrissent aussi de votre haine, elle les fait exister et elle permet de justifier aussi quelque part leur colère. Parce que si vous leur envoyez la haine, ils pourront dire ouais mais en même temps, oui, ok c'est vrai qu'elle m'a insulté après que je l'ai frappée, mais en même temps t'as vu, elle m'a insulté, donc elle le mérite encore plus. Bref, j'ai des flashbacks. Je vais vous dire, moi dans ma vie, les personnes qui me haïssent le plus et dont je suis conscient parce qu'elles m'ont le fait savoir, c'est les personnes qui paradoxalement m'ont fait le plus de mal. Genre tous les trucs où je me suis dit waouh, genre d'un point de vue extérieur, genre là, vas-y t'es mon ami, c'est bizarre et tout. Et c'est ces personnes-là qui me détestent le plus et qui ont absolument voulu me descendre, parce que justement, je leur rappelle une part de leur histoire qu'ils n'ont pas envie de glorifier en fait, tout simplement. Mais c'est pas grave, it's okay. Je vais vous dire un truc, ces personnes-là, elles peuvent vous fuir, elles peuvent vous haïr, elles peuvent vous harceler, elles peuvent raconter des dragos derrière votre dos, mais elles ne pourront jamais fuir leur propre conscience. Leur propre punition, c'est leur existence face à l'incapacité à se voir. Personne qui vous fait du mal comme ça, random, vous croyez qu'elles sont bien dans leur vie, on traite les autres comme on se traite soi-même. Ok? Donc si ces personnes-là vous traitent comme ça, n'imaginez même pas comment elles se traitent envers elles-mêmes. Voilà, leur propre punition c'est elles. Et on leur souhaite du bien et du bonheur, bien évidemment. On ne souhaite pas du malheur aux gens, parce que sinon, c'est comme si on souhaitait du propre malheur car nous sommes connectés à l'autre, etc. Bref, vous m'avez capté. C'est vrai quand on regarde, il y en a combien qui s'en sont voulu d'avoir fait des actions envers certains gens et qu'après soit ils leur parlaient plus ou soit ils arrivaient plus à les regarder, des choses comme ça. Après, au lieu de s'éloigner, on devrait plutôt tenter de se rattraper sans trop s'en vouloir et tenter de se faire pardonner.
Et c'est vrai que souvent, quand on regarde les gens qui nous font le plus mal, c'est souvent les gens les plus proches. Mais quand on regarde, c'est logique, parce que c'est ceux où on tient le plus. Donc, s'ils nous font quelque chose, c'est plus touchant que quelqu'un qu'on connaît pas. Il y a un outil qui est en train de faire énormément de bruit dans le monde de l'intelligence artificielle. Cet outil s'installe en moins de 2 secondes sur ton ordinateur et très franchement, il est révolutionnaire. Il s'appelle Do Browser. C'est une extension Chrome qui transforme littéralement ton ordinateur en assistant personnel. Tu l'installes et tu lui dis exactement ce que tu veux qu'il fasse. Remplir un formulaire, acheter un produit, commander sur Uber Eats, répondre à tes emails, te désabonner de newsletters, jouer de la musique sur Spotify. C'est simple, rapide et quand même assez magique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Do Browser, c'est pas juste pratique. On passe d'un monde où on clique et on tape à un monde où on commande et on collabore réellement avec les machines. Et ça, c'est vraiment l'agent d'intelligence artificielle en action. Je pense pas me tromper lorsque je dis que Do Browser, c'est vraiment la première étape vers un futur où tout sera contrôlé par la voix. Donc gardez en tête que c'est une version bêta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite, elle bug de temps en temps et en plus elle coûte 25 € par mois. Mais si vous avez l'opportunité de l'utiliser pour comprendre un petit peu ce vers quoi on va en tant qu'être humain, faites-le. Je m'appelle Ninon, je simplifie l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à me suivre. En vrai, je trouve que ça peut être pratique pour faire certaines tâches en vrai, parce que du coup, c'est en déléguant un peu, ça peut être pratique, ça va plus vite, etc. Après, je pense qu'il faut pas trop déléguer, parce que faut se rappeler quand même que ça prend nos informations et que c'est bien d'avoir une forme de gérance dessus. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Les médias télévisés ne vous en parlent pas, en tout cas pas en Europe. Il me semble qu'aux États-Unis, ils commencent à en parler dû à la gravité de la situation. Et le mot est très faible, puisque c'est toute la planète. Aussi bien les hommes que les animaux peuvent être contaminés non pas par un virus, mais par quelque chose de bien plus grave et sur des générations entières. Ça peut littéralement bouleverser la face du monde. Et croyez-moi que je pèse mes mots. Alors qu'est-ce qui se passe? Le dôme de Runit, c'est un dôme géant, je vous le montre en photo, qui protège de tous les déchets radioactifs, nucléaires, de se propager dans l'air et dans l'océan, de provoquer ainsi des nuages radioactifs. Dû à la montée des eaux, ce dôme est en train de se fissurer, de se dégrader et risque très probablement de s'effondrer. Du coup, tous les scientifiques sont en alerte et s'inquiètent de la situation à venir. Je rappelle que l'océan monte sur ce dôme, donc il n'y aurait pas que le ciel qui serait touché, mais aussi les océans. Alors, j'espère avoir très vite des nouvelles de ce sujet-là et je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire parce que le monde part totalement en live. Après, c'est vrai que là, on pourrait de se dire ça va, mais en vrai, ça va pas trop parce que c'est vrai que là, s'il commence à y avoir des nuages de radioactivité, le radioactif et tout, bon, après, la radioactivité reste pas trop dans l'eau, mais ça commencera à devenir problématique parce que là, les champs, tout ça, ça sera foutu en fait. Imaginez une intelligence artificielle capable de lire, comprendre et même réécrire le code génétique de toutes les formes de vie sur Terre. Nvidia vient de réaliser cette prouesse avec Evo 2, une IA révolutionnaire dédiée à la recherche biomoléculaire. Développée en collaboration avec l'Arc Institute et l'Université de Stanford, entraînée sur plus de 9000 milliards de nucléotides provenant de plus de 128 000 organismes différents, Evo 2 est aujourd'hui le plus grand modèle d'IA génomique ouvert au public. Disponible en open source sur la plateforme Bionemo de Nvidia, elle permet à tous les chercheurs du monde d'accéder à ses puissantes capacités. Evo 2 peut prédire des structures de protéines, découvrir de nouveaux médicaments et créer des matériaux innovants inspirés par la nature. Concrètement, Evo 2 pourrait permettre des traitements ultra personnalisés pour des maladies graves, des plantes plus résistantes pour nourrir la planète ou encore des solutions écologiques pour lutter contre la pollution. Avec Evo 2, l'IA entre au cœur même de la vie pour façonner un avenir plus sain, durable et innovant. Bienvenue dans l'ère de la biologie augmentée. Après, honnêtement, je sais pas si c'est la meilleure idée de pouvoir permettre à l'IA de faire ça. Mais après, par contre, c'est bien par rapport au stockage ADN, parce que c'est vrai que c'est des extinctions d'espèces. Bon, là, après, on n'y pense peut-être pas directement, mais moi, avec l'IA, on peut refaire l'ADN et faire revenir des espèces. On a piraté votre vie. Regardez ce que nous, Européens, avons subi en à peine 6 mois. En France, le fisc s'est fait pirater vos déclarations d'impôts. L'URSSAF aussi, avec les adresses, les noms de vos enfants et de leurs nourrices. Le ministère de l'Intérieur aussi, avec le fichier des antécédents judiciaires de 16 millions de Français. Un adolescent de 15 ans a piraté l'État
et offert 11 millions de cartes d'identité, de passeports et de permis de conduire à la criminalité. Et ici même, dans cette enceinte du Parlement européen, qui prétend tout réglementer pour notre bien, les contrats de mariage, les fiches de paie et les données médicales des collaborateurs sont désormais en vente libre sur Internet. Le comble, c'est qu'il y a quelques semaines, Ursula von der Leyen présentait fièrement l'application européenne de vérification d'âge sur les réseaux sociaux. 24 heures plus tard, un simple consultant la faisait tomber. Le résultat est tragique. Usurpation d'identité, comptes vidés, cambriolage. La France est devenue championne du monde d'un nouveau crime, l'enlèvement pour crypto-monnaie. Vos parents peuvent se faire séquestrer parce que vous possédez du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que l'État vous a imposé de tout lui déclarer, vos noms et vos patrimoines. Et il a laissé fuiter ces données. En France, c'est l'État qui donne l'adresse des victimes à leurs bourreaux. Pendant ce temps, ici, vous continuez d'exiger toujours plus de déclarations, toujours plus de contrôles. Mes chers collègues, la surréglementation numérique n'a pas seulement échoué à nous protéger, elle a chassé nos innovateurs, asphyxié nos entrepreneurs et nourri un mirage de sécurité qui nous a tous mis en danger. Aujourd'hui, l'Europe doit choisir le contrôle ou la liberté. Nous choisissons la liberté. Merci à vous. En vrai, je commence vraiment à croire que c'est fait exprès quand même, les piratages, parce que comme par hasard, ils veulent faire l'identité numérique, tout passer au numérique, et là, il y a les plus gros piratages qui en parlent, et même la madame qui en parle. Donc en vrai, là, je commence vraiment à me poser la question, est-ce que c'est pas fait exprès? Je sais pas pourquoi personne ne parle de ça, mais on connaît l'année où la population humaine va atteindre son pic puis diminuer de façon irréversible. Et c'est beaucoup plus proche que ce que tu crois. Bah ouais, regarde, la population mondiale a grimpé de 1,6 milliard à 8,2 milliards en un siècle. Elle a littéralement fait un x5. Sauf que pour que la population se maintienne, pas qu'elle grandisse, qu'elle se maintienne, eh ben il faut environ 2,1 enfants par femme. En gros, en dessous, la population baisse. Sauf qu'aujourd'hui, tous les pays que tu vois en rouge sur cette carte, bah ils sont en dessous de ce chiffre. Il y en a 136, soit plus de la moitié de la Terre. Et c'est pas juste un peu en dessous, hein. Regarde, la Corée du Sud, elle est à 0,73. C'est le record le plus bas de toute l'histoire de l'humanité. La Chine a également perdu 3,4 millions d'habitants seulement en 2025. En gros, les naissances ont été divisées par 2 en 9 ans. Et même les pays d'Afrique qui ont des taux très élevés, eh ben ils voient leurs chiffres chuter bien plus vite que prévu. Résultat, l'ONU estime que la population mondiale verra son pic à 10,3 milliards en 2084. Et après ça, elle entrera dans une chute lente et irréversible. Et il y a même certains chercheurs qui pensent que ce pic arrivera dès 2060. Et si tu aimes en apprendre plus sur notre monde, alors abonne-toi. En vrai, c'est vrai que je sais pas si ce sera vraiment le pic, mais ce serait dans quelques temps. En vrai, nos enfants le verront peut-être. Sam Altman, le patron de ChatGPT, assume que plus tard, ce seront bien les riches qui auront l'accès à l'IA. Écoutez, nous envisageons un avenir où l'intelligence sera un service public, au même titre que l'électricité ou l'eau, et où les gens l'achèteront chez nous via un compteur, pour l'utiliser comme bon leur semble. La demande que nous observons semble appeler à se maintenir à ce rythme. Si nous n'en avons pas assez, soit nous ne pourrons pas en vendre, soit le prix grimpera en flèche. Et vous savez, ça serait en quelque sorte réservé aux riches. En gros, pour Sam Altman, l'économie du futur, ce sont les tokens d'IA. Le but est d'abord de nous rendre accros à l'IA pour qu'on ne sache plus penser par nous-mêmes, et puis après, ils nous factureront cette intelligence à nos cerveaux ramollis. Sam Altman est peut-être l'antéchrist en fait, on ne sait pas. Et l'antéchrist est censé être sympathique. Honnêtement, ce monde ressemble de plus en plus à Black Mirror. Sam Altman vient quand même de se vanter ouvertement de vouloir rendre les gens bêtes pour que son entreprise puisse gagner plus d'argent. Il veut que l'IA devienne en gros une facture mensuelle comme vous payez votre eau, votre électricité, votre internet. Est-ce qu'on peut appeler ça du colonialisme cognitif? Puisque, regardez, les riches auront accès à une IA plus intelligente et les pauvres auront accès à une IA bête. Bienvenue dans ce nouvel enfer socio-économique présenté par Sam Altman. Je tiens à vous rappeler que OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, était à la base une organisation à but non lucratif. C'était genre une association à la base, si vous voulez. À la base, ChatGPT avait une mission, c'est servir l'humanité. C'est Sam Altman qui a changé le modèle. Sachez que Sam Altman est une personnalité très controversée. Il a une image de menteur, de manipulateur, selon les témoignages de ses anciens collaborateurs. Il a également été accusé par sa propre sœur d'agression sexuelle
qui se serait déroulée sur 9 ans. On entend très peu la version d'Annie Altman et c'est très étrange car c'est une histoire complètement folle. Sachez que j'ai fait un article complet sur Substack pour relayer la parole d'Annie Altman. Son témoignage est complètement fou et mérite d'être lu. J'ai traduit et résumé son témoignage dans un article et je vous invite à aller le lire. Le lien est dans ma bio. Merci pour votre soutien. Après, c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu ce qui est déjà en train de se passer, hein, qui nous rendent accro et puis qu'après ils vont faire payer déjà les abonnements qu'il y a sur des abonnements tout simplement. Et puis c'est vrai que là, ça pourrait prendre une ampleur qu'on n'a pas forcément pensé. Je pense quand même qu'il faut se méfier un peu de tout ça parce que c'est pas forcément des gens qui sont très corrects qui détiennent ça. Scellé, regarde bien. Je vais l'ouvrir devant vous. Hein. Vous voyez la 0. Allez, je teste. Bon, déjà, c'est rouge, direct. Hein. 363 ppm. De robinet. Donc cette eau, elle n'est pas filtrée. C'est rouge aussi. Regardez. 192. Donc déjà, l'eau du robinet est mieux que l'eau des bouteilles. Soyez sûr et certain. Allez, je teste l'eau filtrée. Déjà, ça reste vert. Hein. Regardez, c'est même pas rouge l'écran. 23 ppm. Bien purifié. Donc ce purificateur, il est vraiment génial. En plus, il n'est pas cher si vous le comparez à d'autres. Vous avez une console ici. Vous pouvez vous servir de l'eau instantanément à température ambiante. Vous pouvez régler la quantité. Je demande 200, 150 et on appuie. Là, j'ai de l'eau purifiée. Vraiment, ça vaut le coup. En plus, si vous le comparez à d'autres, il n'est pas cher. J'avais déjà fait une première vidéo là-dessus. Donc, cliquez là où vous avez 35 € en coupon de chez TikTok. Donc, vous l'aurez à peu près à 280 ou à 285 € livraison offerte. Après, je suis pas sûr pour la machine honnêtement, mais d'un côté ça montre que l'eau du robinet, des fois, elle peut être meilleure que l'eau de dans les bouteilles. Mais bon, après, quand on entend tous les rappels et toutes les choses comme ça qu'il y a, ça me surprendrait pas tant que ça en vrai. Mais la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.